Auditeurs de la 102.3 et téléspectateurs d'Eden Télévision, c'est l'instant débat ce matin d'Eden. Ce mercredi 22 mai, c'est la journée mondiale de la diversité biologique ou de la biodiversité. Journée célébrée sous le thème notre biodiversité, notre alimentation, notre santé. Que comprendre alors de cette thématique qui accompagne cette célébration de la journée mondiale de la biodiversité? Quels sont les défis en matière de préservation de la biodiversité, surtout au regard du dernier rapport de la plateforme intergouvernementale scientifique sur la biodiversité, sur l'état mondial de la biodiversité, et qui mentionne que la biodiversité est en déclin au niveau planétaire. Au regard de toutes ces considérations, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut changer les politiques au niveau de chacun des États qui sont quand même signataires de la Convention des Nations Unies sur la biodiversité au Bénin? Quel est l'état des lieux en la matière? Dans quel état se retrouvent aujourd'hui nos réserves, la faune et la flore? Deux acteurs de la société civile sont sur ce plateau pour en parler, des acteurs du Forum Biodiversité. Monsieur José Adossou Bodirenou de Nature Tropicale, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et puis en face de vous, monsieur Patrice Sabot, du réseau Dinokum. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur José Adossou Bodirenou, 22 mai, une nouvelle célébration de la journée de la biodiversité. En tant qu'acteur de la société civile, aujourd'hui, quelles sont vos réactions par rapport à cette célébration? Oui, je crois que c'est une occasion choisie par les Nations Unies pour célébrer la biodiversité. C'est d'abord une occasion pour d'abord sensibiliser les gens sur ce que c'est que la biodiversité, quelles sont les menaces qui pèsent sur cette ressource primordiale et quelles sont les actions qui se mènent et qu'est-ce que chacun doit faire à son niveau pour que la ressource continue à soutenir les humains que nous sommes. Parce que sans cette ressource qui est biodiversité, je dirais, les humains n'ont même pas leur place. Parce que ces ressources-là pourraient continuer à exister sans les hommes. Malheureusement, les hommes ne peuvent pas exister sur Terre si les ressources dont qui nous soutiennent, si ces ressources disparaissent. C'est pour cela que les Nations Unies ont mis l'accent cette année sur, quand vous savez ce que c'est que la biodiversité, les Nations Unies ont lié ça à notre nourriture et après à notre santé. C'est pour faire le lien entre ce que nous consommons et notre santé. Et ce que nous consommons, personne ne nous dira qu'ils consomment des pierres, ils consomment des minéraux. Non, on consomme la biodiversité. Et c'est ça, ce que nous consommons tous les jours, qui nous donne la santé. Ça veut dire que si ce que nous consommons est déjà pollué, ou bien nous n'en avons pas assez, ça va créer des problèmes. Et quand on parle de santé ici, c'est la santé de l'homme d'abord. Mais la santé de l'homme ne peut pas être un acquis si l'environnement dans lequel il se trouve, l'écosystème qui l'héberge, les animaux, les plantes qui s'y trouvent, si ces plantes n'existent plus, si ces plantes sont polluées, si ces animaux sont pollués, finalement, c'est l'homme qui perd. Et aujourd'hui, c'est une occasion pour attirer l'attention des gens sur ces ressources et le comportement que chacun doit avoir. Monsieur Sabot, Oui. aujourd'hui, c'est une énième célébration de la journée de la biodiversité. L'importance de la biodiversité est soulignée déjà par M. José Bodirenou tout à l'heure dans ses explications. Mais on constate quand même que malgré toutes ces célébrations, la sensibilisation qui est quand même renforcée d'année en année, il y a toujours le problème au niveau des pressions qui persistent, qui subsistent encore sur ces ressources. Oui, comme il a déjà dit, c'est l'homme qui est au centre, au début et à la fin de la biodiversité. Et nous devons mettre l'accent sur le terme célébrer. Il faut dire ça. Parce que ce qui te donne à manger, ce qui te nourrit, ce qui fait ton bien-être, chaque fois, tu dois t'agenouiller pour lui dire merci. La biodiversité, là, c'est ça. L'homme ne peut rien être sans la diversité biologique. C'est ça. Mais je vais vous donner un exemple.
depuis le 28 avril, même avant le 28 avril, où nous avons fait les élections dans ce pays, jusqu'à ce jour, j'ai vu presse, communauté religieuse, tout le monde se mobiliser et on dit toujours, on prie pour la paix. Est-ce que la politique, nous, politiciens, nous donne à manger? Vous voyez, non? L'homme est tellement inconscient que ce qui le guérit, ce qui lui assure le bien-être, celui qui lui donne à manger, il est incapable de sauvegarder ces choses-là pour que ces choses continuent d'exister et lui procurer le bien-être, la santé, la nourriture. Il n'en parle même pas. Lorsqu'on dit élection, tout le monde se mobilise pendant 2 mois, jusqu'à l'heure actuelle maintenant, pour dire on prie pour la paix. Attendez, sans la nourriture, tu as la paix? Est-ce que sans la nourriture, sans la santé, tu peux dire je vais même quitter ma maison pour aller voter quelque part? Non. Il faut que l'homme prenne conscience de son cadre de vie, de ce qui lui donne la vie, et dit chaque jour, je dois dire merci à cette chose-là. Si c'est ton Dieu, ça, tu dois poser cette chose-là comme ton Dieu. Mais malheureusement, ce à quoi on assiste aujourd'hui dépasse les bornes du tolérable. Vous voyez des gens qui prennent Mélopokonou pour aller sur les lacs là. On ramasse tout ça. Quelqu'un m'a raconté une histoire hier. Il est d'une ONG qu'on appelle Aquadead. Il dit, on va dans la vallée de l'Obé, vous voyez les populations, je ne sais pas ce qu'ils mettent dans les plans d'eau, on ramasse tous les poissons. Mais ils n'arrivent même pas à utiliser tout ça. On jette les poissons morts encore dans la mer, dans les plans d'eau. C'est du n'importe quoi. Vous voyez les bateaux Kelly, il faut dire les choses. Lorsque tu vas à l'hôpital et que tu es malade, et tu ne dis pas tes mots au médecin, il va mal te soigner. Donc il faut dire les bateaux Kelly ont existé dans ce pays et c'est les autorités administratives qui donnent des autorisations à ces bateaux-là. Et ils se mettent à 3 et on met des filets moustiquaires pour aller ramasser tous les poissons de la mer. Est-ce que ça, c'est des bonnes pratiques? Alors qu'il faut c'est avec la utilisation complicité judicieuse de voilà, ces ressources. Vous voyez, c'est des choses comme ça qu'il faut dénoncer. Vous voyez, on continue de dire, il vient de dire, lorsque l'écosystème est malade et tu produis dans cet écosystème, tu es au bout de la chaîne. C'est toi qui vas manger ça et tu seras malade. Malheureusement pour toi. On peut citer des cas d'intoxication. Je vous ai dit, lorsqu'on continue par produire avec des pesticides chimiques de synthèse, engrais chimiques de synthèse, on pollue tous les plans d'eau, l'eau potable. Nous-mêmes, nous tuons. C'est des actions criminelles que nous posons tous les jours. Et ceux qui sont chargés de nous dire ce n'est pas bon, ne le faites plus, ils ne le disent pas. Un dernier exemple, on parle toujours de changement climatique. On dit que nous devons planter des arbres pour arrêter ces gaz à effet de serre. Mais c'est en même temps que vous voyez des gens dans tout le Bénin. Ils coupent tous les arbres et ils en font du charbon. Vous allez voir 20, 30 arbres dans un sac de charbon et partout. N'importe quelle autorité passe au bord des voies à Zobodomé, il revient à Cotonou avec des sacs. Il dit c'est pour la belle-mère, c'est pour le beau-père, c'est pour tout le monde. Lorsque l'autorité passe et s'intéresse à ce commerce-là, celui qui fait ce commerce illicite, qui commet ce crime, ne saura jamais que ce qu'il fait là est mauvais. Parce que c'est comme si on l'encourageait à dire continue. Si c'est la cueillette, on est d'accord. Mais lorsque les gens veulent faire du business avec les arbres, ils n'ont qu'à aller planter pour eux. C'est comme le paysan qui met ses grains de maïs dans le trou et qui attend dans 3 mois du maïs. Il a investi. Toi-même, tu dois aller investir avant de mettre des charbons de bois au bord de la voie. C'est quelques exemples ça. Et nous-mêmes, nous sommes coupables de ça. Personne n'est d'accord pour dire ne fais plus ça. Au contraire, on l'accompagne. Comment on peut continuer à poser des actes comme ça et espérer avoir une biodiversité qui va nous nourrir? Moi, je suis un peu désolé par ça. On comprend aisément que l'homme est au centre de la destruction de la biodiversité. Et ce dernier rapport justement de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité au plan mondial a révélé également l'action anthropique. Monsieur Baudiré-nous, mais le combat pour la préservation de la biodiversité date de plusieurs décennies. Comment est-on arrivé à cette étape où
l'équilibre vers la destruction, tend vers la destruction, en faveur de la destruction. Est-ce que la poussée démographique ou la sensibilisation ne passe pas ou quelles sont selon vous les causes, les véritables causes de la situation, de ce déclin? Oui, bon, je crois que l'homme qui est à l'image normalement de Dieu a transgressé les règles. Et à l'image de Dieu, c'est dit, quand vous suivez, pour ceux qui croient, l'évolution des choses, la création du monde, et le Dieu Tout-Puissant a créé l'habitat avant de créer les ressources qui doivent rester dedans. On crée le plan d'eau avant de mettre les poissons. C'est comme un homme qui veut se marier, on dit il faut aller construire là où tu vas rester avant de prendre femme. C'est exactement comme ça Dieu a fait pour créer les forêts avant de mettre les animaux dedans. Non. Mais malheureusement, l'homme a été créé en dernière position et il a été placé, il a été créé à l'image de Dieu pour gérer ce que Dieu lui a laissé. C'est lui qui est au bout de la chaîne de la biodiversité. Et j'ai lu quelque part, on dit, l'homme est le plus inconscient au niveau de la biodiversité qui détruit ce qui va le soutenir. Pourtant, l'homme doté de raison, d'une faculté que... Voilà, c'est lui qui détruit tout et après il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et il pense aux alternatives. Non, c'est que depuis des lustres, les gens savaient qu'il faut mieux gérer les ressources. C'est pour cela, quand nous venons dans notre tradition par exemple, vous savez, la médecine moderne n'était pas au moment de nos aïeux, de nos grands-parents, mais en ce moment quand même il y a une médecine locale. Les gens vivaient des ressources qui sont dans leur environnement. Vous savez, le singe dans la brousse qui est plus proche de l'homme, quand le singe a des maux de ventre, a des coliques, connaît quelle plante prendre, ne va pas à l'hôpital se faire soigner. Mais l'homme, quand l'homme est malade, l'homme va chercher des conseils. Mais les animaux n'ont pas de conseils. Les animaux, ils ont l'instinct qui les dirige vers ce qu'il faut. Exactement, ça devrait être pour l'homme. Mais l'homme s'est laissé tellement qu'il a perdu tous les sens et maintenant il ne cherche que les solutions d'ailleurs. Et c'est pour cela, il pense qu'on a l'impression que c'est parce qu'il y a démographie qu'on doit perdre tout. Non, ce n'est pas une question c'est une question de conscience. On ne peut pas empêcher le développement. On ne peut pas empêcher l'évolution des choses. Mais, comme le demandent les Nations Unies et comme le demande l'IUCN aujourd'hui, on doit vivre normalement en harmonie avec la nature. Oui. Mais les gens n'ont toujours pas compris que les solutions dépendent d'eux. Ils pensent que les solutions viendront d'ailleurs. Nos parents ont créé des forêts sacrées. C'est une façon de conservation. Et on pense que c'est un mauvais esprit qui est là, qui est dans un arbre. Mais l'arbre, ou bien la forêt qui est là, lui procure des essences pour traiter des maladies, pour se nourrir. Et il fait tout pour conserver ça. Maintenant, quand le modernisme est venu, les tests ont été pris. Vous avez parlé de la Convention sur la diversité biologique. Mais les gens ne se sont pas levés un matin pour faire un document et dire Convention. Il faudrait qu'on explique aux gens. D'abord, au niveau de la constitution béninoise, quand le Bénin, qu'on envoie même un seul individu béninois qui prend l'agrément de l'État, il participe à ces rencontres internationales et il signe au nom de l'État un document international ou régional. Quand ça revient au pays, il fait compte rendu au Conseil des ministres, après ça va à l'Assemblée. Quand c'est ratifié à l'Assemblée, c'est au-dessus des tests de la République. Ça veut dire ces tests qu'on appelle conventions ne sont pas faits au détriment d'aucun pays. C'est des directives qui sont données pour mieux gérer les ressources. Et malheureusement ou heureusement, notre pays est champion dans la signature de ces documents. Nous, on est très contents quand même localement, on n'a pas encore pris la conscience, mais on sait que ce que vous avez cité tout à l'heure, le rapport international. Mais demandez le rapport national. C'est que déjà à l'international, quand on réunit les experts pour sortir des documents, on est les premiers à dire c'est vrai. Mais on l'internalise en ratifiant au niveau de notre assemblée. Ça s'impose à nous. Et dans ce cas, c'est que dans ces documents, on donne les directives sur comment gérer durablement les ressources. Pour ce qu'on appelle convention internationale
de nombreux cas, il n'y a pas dedans des règles qui vont à l'encontre de la destruction. Mais c'est que quand vous avez ces conventions, au niveau local, il faut l'internaliser, il faut l'adapter à votre contexte. Et c'est comme ça, au niveau des pays, il y a des lois. Au Bénin, par exemple, nous avons la loi sur la faune, portant régime de faune. Nous avons la loi sur les forêts. Nous avons tout récemment la loi sur la pêche. Ça veut dire qu'au niveau local, les scientifiques, les politiques, les administratifs, les ONG, la société civile, on s'est retrouvés pour dire telle chose, telle ressource, la façon dont ça se gère, on risque d'avoir des problèmes. Et pour cette raison, il faut mettre en place des règles de gestion. Mais malheureusement, c'est ça la réponse à votre question, ce n'est pas parce que les règles n'existent pas. Les règles existent. L'homme reste toujours inconscient. C'est lui-même qui constate qu'il y a un problème. Il propose des règles. Mais l'application des règles, c'est lui qui passe encore derrière pour dire, si on ne va pas dans les cas précis, les gens ne vont pas prendre conscience. Vous allez constater, comme il a dit tout à l'heure, sur nos plans d'eau, les gens utilisent des techniques. Il ne faut pas dire à l'avance que c'est interdit. C'est que les gens, ils ont tellement pêché, on va dire que parce qu'il y a trop de pêcheurs, il y a trop de bouches à nourrir, ils ont tellement pêché qu'il n'y a plus de gros poissons. Ils vont maintenant chercher des filets à maille réduite. Ils pêchent tout ce qui est là. Ils ont trouvé qu'on n'a pas encore ce qu'on veut. Parce qu'ils rêvent que les gros poissons sont quelque part, il va trouver. Tu utilises des filets à maille réduite, tu prends tout ce qui est petit. Maintenant, il est parti plus loin. Il va chercher maintenant moustiquaire. Il ramasse le reste. Il ramasse jusqu'aux œufs. Il y aura les bébés, il y aura des poissons quand. Oui, mais si la surveillance est faite sur nos Écoute, eaux, comme il faut... non, le problème ne se pose pas. C'est-à-dire qu'il faut ramener le débat à l'individu. C'est comme ça l'individu se comporte. Il dit, moi, je n'ai pas autre chose à faire, je n'ai pas autre solution, je préfère prendre le dernier poisson et je serai rassasié. Mais quand il va finir de manger le dernier poisson, c'est à ce moment-là que sa situation va changer. Il va du mal au pire. Il détruit tout. Maintenant, les règles demandent à ce qu'il y ait des espaces protégés. C'est pour le bien du pêcheur. Ça veut dire que si l'État dit laissez cet endroit, ne touchez pas, c'est dans l'intention que à cet espace, les poissons pourront se multiplier et tu pourras pêcher ailleurs. Mais le pêcheur ne comprend pas dans ce sens. On dit de ne pas détruire la mangrove. Il détruit la mangrove pour faire le sel, alors que c'est sous les mangroves que les poissons, les petits poissons se multiplient. Voilà les comportements. C'est des exemples précis. Quand vous allez au niveau des forêts, vous allez dans des endroits, les gens détruisent, ils coupent tous les arbres. Heureusement, on félicite tout le gouvernement que, entre-temps, on a interdit l'exportation du bois. Sinon, le vendeur du bois, comment vous les appelez, les exploitants forestiers, ils sont, je dirais que s'ils trouvent des marchés pour vendre même les piquets de maïs, ils vont vendre. Parce que c'est l'argent. Il suffit qu'il y ait la demande. L'exploitant veut aller chercher le dernier pied. Mais quand on plante ce qu'on appelle arbre, là, je veux un exploitant qui vienne me montrer que l'arbre planté là, si au bout de 5 ans, ça devient madrier, il pourra vendre. Ce n'est pas parce que le marché existe qu'il va vendre tout. C'est ça. Les règles existent, ils demandent. Les tests sont là, mais les gens mettent de côté. Et ils font ce qu'ils veulent. Et après, tout le monde se plaint. Moi, je dis, l'homme n'a même plus sa place sur terre, quoi. Parce que nous détruisons ceux qui nous supportent. Et après, on vient se dire, on rejette le tort sur les autorités. Moi, je ramène le débat aux individus. C'est le comportement de chacun tous les jours qui compromet la survie de la biodiversité et en même temps la survie de l'homme. Il a pris l'exemple tout à l'heure, on reviendra peut-être dessus. Quand vous utilisez des produits chimiques à un degré inexpliqué, parce qu'on veut atteindre un certain taux au niveau de l'agriculture. Mais au même moment, est-ce qu'on évalue les conséquences sur notre nourriture? Ça veut dire que ce qu'on produit pour manger, sur notre santé. On ne fait pas ça. Et vous voyez, ailleurs, les gens disent agissez localement pour protéger le monde. Les rapports que vous présentez là sont très bons. Mais posez-vous la question, dans mon village là, qu'est-ce qui se passe en matière de biodiversité? Tu vas ailleurs, les gens produisent dans du sable. Allez demander avec quoi
ce sable-là est rendu utilisable pour donner des plants. C'est du produit chimique. Mais vous parlez justement de l'individu. Monsieur Sabo, mais est-ce que l'individu, en fait, les populations souvent à la base en contact direct avec les ressources et autres, ont-elles réellement l'information? Aujourd'hui, si la situation est aussi dégradée, est-ce que au niveau aussi bien de la société civile, vous qui êtes en contact aussi, vous qui parcourez, vous qui participez à la politique de préservation et les autorités étatiques qui sont les vrais commandeurs de ces politiques-là, les vrais dirigeants de ces politiques, ce n'est pas quelque part également un échec? Si malheureusement sur toute la ligne, on continue quand même de déplorer ce comportement de l'individu qui n'arrive toujours pas à prendre conscience de ce qu'est le bien naturel. Il a déjà parlé de l'individu d'aujourd'hui. Mais l'individu d'aujourd'hui de la ville, c'est son attitude, ça. Mais lorsqu'on parle des peuples autochtones et des communautés locales qui n'ont plus aucune issue, elles font de la cueillette. Ces communautés locales faisaient de la cueillette. C'est-à-dire que la ressource est autour de nous, nous pouvons nous nourrir, nous soigner, satisfaire tous nos besoins à partir de ces ressources-là. Ils savaient comment les gérer. Mais lorsqu'on rentre maintenant dans le système, tout le système là, on va voir, oui, on se modernise, on prend des politiques, on fait ceci. Lorsque les besoins des populations locales augmentent et dépassent ce qui se faisait avant et n'ont plus aucune issue, ils vont faire quoi? Il faut que les politiques nationales s'adaptent aux besoins de toutes les couches de la société. C'est ça. Si on ne fait pas ça, et il va dire individu, l'homme se défend toujours. L'homme ne veut pas se laisser attaquer par ce qui lui arrive. Il veut se défendre à partir de son milieu. Mais si la politique nationale n'intègre pas les besoins, et on parle de croissance à 2 chiffres, c'est ce que les gens disent. Là, on peut passer partout pour avoir croissance. Est-ce que les croissances protègent la biodiversité? Est-ce que cette croissance de 2 chiffres-là, qu'est-ce qu'on prend dedans pour investir, pour protéger? Parce qu'on dit pollueur, payeur. Si on est conscient du bien-être des populations, combien on investit pour aller nettoyer les lacs qui sont pollués? Combien on investit pour aller reboiser? Combien on investit pour la santé? Combien? Je vais vous donner un exemple simple. Depuis 2003, on l'a déjà dit ici, des Chinois ont installé des usines. Ce n'est pas seulement le Logosora, hein. Il y a d'autres sucrières qui sont à Dassavin et autres là. Ils font des pollutions partout. Mais le cas de Logosora, les Chinois ont dit, personne ne peut venir leur dire, on va interdire. Talon leur a dit, vous allez suspendre. On a suspendu leur activité. Félicitations, Monsieur le Président. Ils ont fait ça. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ils ont causé des dégâts. Est-ce que la rivière cloue? Combien de temps va-t-on mettre pour que les poissons reviennent dans ça là? Ce n'est pas les populations qui ont fait ça. C'est l'industrie qui a fait ça. Donc il faut attaquer le secteur privé qui contribue pour beaucoup à l'extension des écosystèmes et des ressources qui se trouvent. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça? La loi cadre a prévu que lorsque l'industrie fait ça, si l'industrie n'est pas encore prête pour réparer les dégâts, l'État doit prendre ses responsabilités en réparant tout ça là et faire payer l'industrie. La loi cadre a prévu ça. Mais lorsque le président a décidé de suspendre les activités depuis longtemps là, je défie l'administration publique qui est chargée de suivre ça. Depuis quand ils se sont rendus sur le terrain pour voir est-ce que l'activité est effectivement arrêtée? Ensuite, quelles dispositions prend-on pour que ces entreprises réparent les dégâts qu'ils ont eu à causer pendant 13 années? Ces 13 ans, c'est depuis 2003 jusqu'à là où je suis assis. Ça fait 16 ans. Est-ce qu'ils pourront réparer? C'est un exemple parmi d'autres. La loi prévoit qu'on doit le faire. Comment on fait ça? Nous avons des brasseries dans ce pays qui déversent des déchets. Pourquoi cette tendance à attendez, il faut dire les mots d'abord. Parce que le rapport a dit ça. Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est le rapport qui a dit ça. Le rapport parle de ces pollutions-là. Nous avons des industries ici. Parce qu'ils ont payé des taxes pour l'État. Ils ont le droit de polluer la mer. Allez voir les brasseries qui sont installées ici. Là. Combien de déchets elles déversent dans la mer chaque jour? Les cimenteries.
ceux qui exploitent l'or dans ce pays-là. Regardez les fosses qu'ils créent, ceux qui exploitent les carrières de sable. Comment on peut accepter ce genre de choses? On ne refuse pas de les autoriser. Mais il faut avoir des normes qui contrôlent ces normes-là. Est-ce que l'argent qu'on prend chez eux là, va chez les populations qui sont affectées par ces activités-là? C'est de ça qu'il faut parler aussi. Vous voyez, les avions passent ici toujours. On dit écotourisme, tourisme. Mais regardez la quantité de plomb qui sont déversés directement sur les individus. Et c'est le cancer qui a fait ça. Aujourd'hui, au Bénin, il n'y a pas prise en charge pour toi. Tu vas dans l'hôpital, tu vas à la pharmacie, tu payes au même titre que celui qui gagne des millions par mois. Même si tu ne fais rien. C'est ça, la difficulté. Donc, devant ces dangers, l'homme est obligé de... Mais ce n'est pas du tout une excuse pour que ce qui te donne à manger, ce qui te soigne, tu vas polluer la chose. Ça veut dire que toi-même, tu te rends malade. Il n'y a pas d'espérance de vie pour toi. Demandez l'espérance de vie aujourd'hui au Bénin. C'est combien? 40 ans? J'ai déjà dit ici, si on ne sait pas faire, ça va se réduire à 20 ans, 25 ans. C'est dangereux. Et nos populations doivent se dire, ce n'est pas question de politique politicienne, ce n'est pas question de gouvernement. Si tu arrives à préserver la biodiversité à ton niveau, c'est d'abord pour toi. C'est toi qui manges, c'est toi qui bois l'eau, c'est toi qui... Si on amène pesticides chez toi, il faut crier pour dire je n'en veux pas. Il faut refuser complètement et crier. Les autres vont te venir en aide. Parce que lorsque tu bois l'eau polluée, tu vois, est-ce que la pauvreté ambiante aujourd'hui aussi oui, n'explique pas ces comportements? Je suis d'accord. Je suis d'accord que non. Si, regardez, vous avez dit la pauvreté. Non. Vous allez, le cancer, palu, tout ça là, c'est tout le monde qui en souffre. Je viens de dire, si tu souffres de ça et tu vas à l'hôpital, tu paies le même prix que celui qui gagne 1 million par mois. Toi, tu as 1 million. Tu n'as pas pris en charge, tu n'as pas 1 million. Donc, tu vas te comporter en sorte que moi, je vais tout faire pour souffrir moins de ces... Parce que je n'ai pas les moyens pour aller là-bas. Si ces maladies arrivent là, je n'ai pas les moyens pour aller. Mais je peux aller prendre, prélever les plantes, les racines, la feuille, l'écorce, pour me soigner. Et si ces plantes, écorces, tout ça là, sont polluées par l'engrais chimique et autres là, toi, tu iras les chercher encore, mais tu te rends plus malade. C'est ce message qu'il faut faire passer aux gens pour qu'ils le sachent. Lorsque on pollue les plans d'eau, tu vas prendre le poisson, la crevette, toi-même. Ce que tu veux manger là, est déjà pollué. Regardez, ça veut dire qu'on te donne la bouillie, on met poison dedans. Toi-même, tu sais que c'est poison et tu vas consommer. C'est quoi ça? C'est de ça que nous parlons ici. Notre biodiversité, notre alimentation et notre santé, c'est un lien. Et pour faire ce lien-là, il faut mettre ça dans ta tête pour dire c'est d'abord moi. Chaque individu doit commencer la protection à son niveau. Ce n'est pas le président de la République. Lui ne dit pas pour toi. Il est dans des conditions meilleures que toi. Ministre ne dit pas pour toi. Toi-même là, quel effort as-tu fait pour que ta biodiversité soit ta nourriture et ta santé? C'est dans ton milieu de vie que tu dois faire ça. Si moi je fais ça, lui fait ça, vous faites ça là, le cercle s'agrandit et c'est comme ça que nous allons éloigner ces effets négatifs qui affectent la biodiversité de nous et de notre cadre de vie et de l'environnement. C'est comme ça que nous devons faire. Maintenant, si nous disons là pour dire c'est le gouvernement, tu vas rester là pendant longtemps. Ce n'est pas le problème. Mais M. Dossou, direz-nous, vous avez parlé justement du comportement de l'humain aujourd'hui. Vous prenez beaucoup plus responsable. C'est vrai que M. Sabo vous a rejoint tout à l'heure dans votre raisonnement. Mais que faut-il faire maintenant pour une réelle prise de conscience? Parce qu'il y a toujours des sensibilisations. Mais pourquoi l'homme continue de se comporter Vous savez, quand vous prenez les tests de la Convention et quand vous prenez l'objectif de la Convention, conserver ce qui existe d'abord. Tout individu doit prendre conscience que ce que tu es venu voir là, ce n'est pas toi qui as créé, c'est quelqu'un qui a créé. Ça veut dire, les tests qui sont venus après la création disent conserver ce qui existe. 2, les tests ont dit utiliser et en ajoutant durablement. Ça veut dire que celui qui a fait ça, dit, il sait déjà qu'on l'utilise, mais il a ajouté durablement. Continuez à utiliser, mais pensez à demain. Et le 3e volet de l'objectif de la Convention de la biodiversité dit partage juste et équitable des bénéfices provenant de l'exploitation. Quel acteur ne se retrouve pas dedans?
conserver. Si tu dis conservation, c'est les autres, tu seras la victime. 2, l'utilisation. Tout le monde utilise. Personne ne mange le fer. Personne ne mange l'or. Hein? Encore que le bois, c'est notre cru-dent depuis le matin. Ça veut dire que tout le monde consomme la biodiversité. Au niveau de l'utilisation, tout le monde se retrouve dedans. Mais le partage juste et équitable des bénéfices, tout le monde n'est pas dedans. C'est ceux qui se croient plus éveillés, c'est eux qui détruisent plus la biodiversité. Et après, quand tout est terminé, on prend l'autre parce qu'il est pauvre, on dit il faut mourir de quelque chose. Mais c'est grave. Le travail à faire, c'est la prise de conscience de tout un chacun sur les objectifs. Conserver, tout le monde doit conserver. Utiliser, on peut utiliser, mais on doit ajouter durable. Et troisièmement, si j'utilise, si ça me procure des bénéfices, je dois utiliser une partie des bénéfices et partager le reste de façon juste et équitable avec les autres. L'exemple le plus simple. Vous savez, dans les tests de la République, on peut avoir les autorisations pour exploiter les forêts, pour exploiter le bois, exporter le bois. Ces tests existent, mais est-ce que les gens respectaient? Mais maintenant, moi j'ai parlé avec des exploitants qui disent, oui, nous on paye des impôts. Attends, tes impôts pour planter combien d'arbres au Bénin? Et les arbres sont où? Non, c'est simple. Parce que si tu payes, et l'argent que tu as payé, effectivement, a aidé à restaurer, je crois que le problème ne se pose pas. C'est que l'argent destiné à la chose ne va pas toujours là-bas. On trouve d'autres priorités. Et c'est au jour le jour, la nature se dégrade. Et la nature va continuer à se dégrader tant que les gens vont rester inconscients dans leur rôle dans la gestion des ressources. Et quand tout le monde prend conscience, je crois que le problème... Nous avons commencé par dire la sensibilisation, on n'en a plus besoin. Il faut passer maintenant. Non, ce n'est pas qu'il faut passer. Je remercie le gouvernement. C'est que nous, on a toujours crié pour dire les tests, les tests, les tests. Aujourd'hui, la Constitution, en son article 27 au Bénin, dit que tout le monde a droit à un environnement sain et durable. Et tout le monde a le devoir de défendre cet environnement. L'État a l'obligation de vous accompagner. Moi, je crois que toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour qu'on ne vienne pas se plaindre inutilement. Quand vous constatez quelque chose qui ne va pas au niveau de la biodiversité, vous avez le droit, selon la Constitution du Bénin, de défendre. 2. Parce que l'arbre qui est planté devant votre maison ou la forêt qui est dans votre village, ça vous procure du bien direct ou indirect. Et si vous ne voulez pas perdre ça, si quelqu'un commence par détruire ça, vous devez aller voir le forestier pour dire, j'ai constaté qu'on est en train de couper. Le forestier a l'obligation. C'est de mauvais comportements. C'est ça. Non, écoutez, le forestier a l'obligation. Maintenant, si le forestier ne fait rien, aujourd'hui, ce que moi je trouve qui est assez intéressant, c'est qu'on a la police de proximité. Tout individu peut aller se plaindre à la police de proximité quand il constate des dégâts par rapport à l'environnement, son cadre de vie. Et la police doit agir. Et si la police n'agit pas, tu peux prendre la responsabilité d'aller un peu plus loin. Tu peux te plaindre au tribunal. J'ai constaté telle chose. C'est ça, c'est ce qui reste aujourd'hui. J'ai dit sensibilisation, c'est terminé. Il faut associer à la sensibilisation l'application des tests. On n'a rien inventé. Merci. Rien n'est inventé. Les tests qui existent, si on peut les appliquer en suivant les règles prévues par ces tests, je crois que la biodiversité va se porter mieux. On peut se multiplier plus. C'est qu'il faut, quand des ressources s'amenuisent, aujourd'hui des tests de la République, des tests prévoient qu'on crée des réserves au niveau des communautés. C'est des actions participatives, toujours dans le sens de protéger et d'utiliser rationnellement. Mais si ces tests existent et personne ne veut les appliquer, vous savez, des forêts classées, des forêts sacrées sont en train d'être désacralisées. C'est dit que des forêts communautaires, avec l'évolution aujourd'hui, dans certaines communes, vous allez voir les maires, entre-temps, les priorités, c'est de faire des parcellaires, 25 sur 25. On va jusqu'à... Les zones humides, c'est Cotonou, on a crié tout le temps. Mais qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans dans les autres communes? Les marécages sont en train d'être distribués. Tout ça, là, c'est la biodiversité qui disparaît. Si nous prenons conscience, les tests existent.
appliquer les tests seulement. Je crois que Merci. ces choses viendront. Merci, pas M. Dossou. appliquer- M. Sagbo, oui, rapidement, avant Voilà. de boucler. Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas appliquer les tests à des populations. Il faut voir la réalité en face, qui sont à côté des ressources, mais qui ne sont pas du tout prises en compte par la politique de gestion de la gouvernance nationale au niveau national. Donc il faut prendre des mesures pour régler les problèmes terre à terre des populations. C'est ça. La population a besoin du minimum pour réduire la pression sur les ressources. Si vous ne faites pas ça, vous allez prêcher dans le désert. Et quoi qu'on dise, les conventions ont prévu, hein, les ressources appartiennent d'abord à un territoire. Et ces territoires appartiennent à la communauté locale des peuples autochtones. On ne peut pas leur interdire d'exploiter ces ressources-là si on ne prend pas des mesures pour réduire leur pression sur ces ressources-là. Et il faut dire à nos dirigeants, on ne peut pas rester en haut tout le temps et accuser les autres. Moi, je ne suis pas d'accord. Je viens de dire ici, lorsque tu vois le fabricant de bois qui ne fait plus de la cueillette, il en fait du business, toi-même tu passes, tu achètes. Tu ne le dissuades pas, tu l'encourages plutôt à détruire davantage. Tu ne prends aucune mesure. Donc c'est à eux de veiller à l'application des tests dans les réalités du contexte des populations au niveau local. Merci. Et il faut dire à tout le monde, Merci, il faut dire à merci tout à le monde, vous. lorsque Monsieur le Sagbo, dernier poisson aura été pêché et le dernier oiseau capturé, ils comprendront, même ceux qui sont à la fonction publique, qu'on ne peut pas manger les billets. Quel que soit le niveau que du chaque salaire. acteur joue Chaque véritablement acteur joue son son rôle rôle. voilà, C'est ça, dans très en matière de important. préservation. Ouais. Monsieur Dossou Bodiran, merci. Monsieur Sagbo, Monsieur Dossou Bodiran, on a pratiquement fini, mais juste une dernière question en 1 ou 2 minutes par rapport à l'actualité. La 8e législature est installée. On a vu le bilan de la 7e législature, surtout en matière de la protection, de la préservation de l'environnement. Quelles sont vos attentes par rapport à la 8e législature? Non, ce qu'on en 1 ou peut 2 minutes, attendre, on vous aura le savez, temps de revenir là-dessus. Et quelle que soit la situation, le pays doit avancer. Et d'abord, il y a eu quelques troubles, il y a eu des difficultés, des malcompréhensions et autres. Et je crois que petit à petit, les choses sont en train de revenir à la normale. C'est qu'il faut calmer les esprits et il faut mettre l'intérêt supérieur au-dessus de tout autre intérêt qu'on pourrait avoir. Et la 8e législature est installée. Ce qui nous intéresse, nous, société civile ou bien des ONG qui travaillent dans le domaine de l'environnement, c'est qu'il y ait au niveau de cette législature un département spécialement qui écoute les aspirations des populations locales en matière de gestion de leur environnement, gestion de leur cadre de vie. Il y a plusieurs dossiers qui attendaient en instance et qui n'ont pas beaucoup évolué. Nous voulons demander un dialogue. Le cas de l'UPOV, par exemple. Oui, le cas de l'UPOV et autres, mais c'est qu'un dialogue entre la société civile et les politiques pour comprendre un peu qu'est-ce qu'on peut attendre. Parce que voilà des engagements qu'on prend à l'étranger, mais qu'on doit internaliser. Est-ce que nos conditions, les conditions chez nous sont réunies pour que tel aspect puisse être abordé ou pas? Les autres savent comment ça se passe. Mais chez nous, il faudrait qu'un travail soit fait pour que tout soit associé, pour qu'on ne prenne pas des lois et après qu'on se retrouve dans des difficultés pour les mettre en œuvre. Merci José Dossou Bodiran de Nature Tropicale ONG et Patrice Sagbo de réseau Dinoukou. On a parlé de la biodiversité, ses fonctions, son importance pour l'homme, et il faut justement une prise de conscience au niveau individuel surtout, mais également au niveau des décideurs, au niveau des politiques également, une réelle volonté à pouvoir accompagner toutes les actions dans le sens de la préservation de la biodiversité pour aller contre ce déclin que connaît la biodiversité au plan mondial. L'homme, bien sûr, ne peut pas vivre sans la nature. Comme vous l'avez l'habitude de le dire, M. Dossou Bodiran, mais la nature peut vivre sans l'homme. Nous avons le devoir alors de mieux utiliser ce que nous avons aujourd'hui, faire une utilisation durable pour penser aux générations futures. C'était donc l'instant décryptage sur Matin d'Éden à l'occasion de la Journée mondiale de la biodiversité ce 22 mai 2019.